vous remercie pour votre présence à cette troisième plénière donc, du salon. Initialement, ça devait être animé par le professeur Ben Amr Badeltine, directeur de l'ENSEM, mais il s'excuse à la dernière minute, donc il a eu une urgence, et donc j'ai dû le remplacer. Donc je m'appelle Mounir Lefi, et je suis enseignant, chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Spécialité télécommunication, donc c'est pour ça qu'on m'a appelé pour animer cet atelier. Donc la plénière est en rapport avec les télécommunications, la digitalisation au service de la Smart City. Donc vous savez tous que le rôle que jouent les télécommunications dans une Smart City, c'est le corps même de la Smart City. Donc sans télécommunication, sans communication, il n'y a pas de ville intelligente. Donc ça, tout le monde s'accorde là-dessus. Si on peut faire un peu d'histoire, si vous voulez. Donc, je pense que M. Maxwell, donc, en 1782, en prédisant qu'on pouvait faire propager une onde, n'avait aucune idée sur ce qu'il était en train de déclencher. Donc, 140 ans après, nous sommes là, parler de la Smart City, des télécommunications et le rôle dans la Smart City que jouent les télécommunications. Je pense que c'est un bond de géant pour l'humanité, donc les découvertes, et surtout ces dernières années, donc les 4-5 dernières années avec l'avènement de la 5G, avec les objets connectés, parce qu'une Smart City, avant tout, c'est des capteurs, c'est des objets qui sont connectés, donc qui remontent l'information pour pouvoir après la traiter et en tirer des décisions. Donc en résumé, c'est ça une Smart City pour moi. Donc, l'Internet ou Internet of Things, c'est la dernière révolution industrielle. C'est ce qui a enclenché l'industrie 4.0, l'université 4.0, donc tout ce qu'on appelle 4.0, donc les extensions 4.0, c'est des objets connectés et qui sont donc, au service de l'humanité, pas uniquement de la Smart City, mais de l'humanité en général. Donc, ces objets connectés, nous assistons actuellement à des centaines de milliards d'objets connectés. Alors, pour supporter toute cette masse d'informations, il a fallu créer la 5G. Donc, c'est l'origine de la 5G qui devait normalement être déployée en 2020. Nous assistons actuellement à quelques exemples d'installations 5G dans certaines métropoles, mais ça n'a pas encore été généralisé. Donc, il y a plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Des conflits aussi qui ont joué leur rôle. Mais la 5G va bientôt, bien sûr, s'installer et c'est ce qui va nous permettre de connecter, d'interconnecter des centaines, des milliers de milliards d'objets en même temps. C'est un flux énorme d'informations qui va circuler et donc qui va nous permettre de rendre nos villes un peu plus intelligentes. Donc, c'est la base de l'intelligence des villes. Donc, dans ce cadre aussi, nous allons lancer ici même à la Cité d'innovation une plateforme IoT, Internet of Things, avec, donc je vois, professeur Fabrice Aubépard de l'Université Aix-Marseille, notre partenaire pour cette plateforme. Donc, c'est dans le cadre d'un projet européen, donc financé par l'Europe, Erasmus+, et ça va être donc une plateforme. On l'a appelé, donc le projet s'appelle, c'est lui qui l'a appelé, c'est pas moi, c'est AfriConnect+. Donc, c'est la connectivité en Afrique. Et ça consiste donc à mettre à votre disposition, à la disposition donc, des utilisateurs des objets connectés, une plateforme qui sera équipée donc, des dernières technologies, des équipements, où on peut pratiquer donc, pratiquement tous les protocoles existants, donc la Wi-Fi, la Zigbee, le Sigfox, LoRa, etc. Donc tout ce qu'on peut utiliser comme protocole pour faire communiquer des objets communicants. Donc, un industriel, un enseignant, un étudiant, donc un porteur d'idées, d'objets connectés peut venir ici, peut expérimenter ces objets connectés avant de les déployer donc, chez lui. Donc, c'est une plateforme qui est ouverte, bien entendu, au public, à tout le monde, et qui est installée à l'Université Hassan II. Donc, ça va commencer bientôt, donc, en 2023, donc le démarrage vers la fin de l'année, Inch'Allah. Donc, sans monopoliser la parole, donc l'honneur et le plaisir de vous présenter nos experts donc, qui vont animer cette plénière. Donc, avec nous, je ne sais pas si la régie, est-ce que vous pouvez
ressortir donc la liste des experts qui vont animer cette plénière. Donc, je commence par Dassault Systèmes, qui sont juste à côté. Je vous remercie donc d'être parmi nous, d'avoir fait le déplacement donc jusqu'ici pour nous faire profiter de votre savoir-faire en la matière. Donc, il y a PNY Technologies, EcoZenata, Dassault Systèmes donc, que je viens de citer, WeLearn, Atomas, l'ANARSA, je pense que ça va être reporté à l'après-midi, et l'ADD, donc l'Agence de développement digital du Maroc. Donc, je laisserai donc le soin à ces experts donc, de se présenter et de vous présenter leur savoir-faire. Merci encore. Bonjour à tous. Je m'appelle Raoul Jacquan, je travaille chez Dassault Systèmes. Je suis responsable de la promotion de nos solutions pour le monde de l'éducation, des villes et des territoires sur une zone géographique qui inclut le Maroc. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs pour l'opportunité qui nous a été donnée et notre hôte d'aujourd'hui, l'Université Hassan II et le CITT. Donc mon propos aujourd'hui est assez simple. Je vais essayer de vous partager l'approche que Dassault Systèmes propose aux acteurs de la ville, du territoire, quant à l'utilisation des technologies numériques. Donc en rapport avec le thème de la plénière, je vais plus m'attarder sur la partie digitalisation que la partie télécommunication, même si les télécommunications, comme on va le voir, jouent un rôle déterminant puisqu'elles vont être pour nous une source de données. Et la donnée, c'est un atout fondamental dans la transformation urbaine. Et le propos de cette présentation concerne ce concept de jumeau virtuel. On a entendu plutôt ce matin parler du Digital Twin, qui est le jumeau numérique. Donc j'essaierai de clarifier la sémantique entre Smart City, entre jumeaux numériques et jumeaux virtuels. Pour nous, il y a une progression, il y a une logique, tous les mots ont du sens. Et donc, par des illustrations très concrètes, hein, c'est très visuel ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui, j'espère que une clarification sera faite. Mais la finalité reste la même. Hein. La finalité, c'est comment est-ce qu'on peut penser de manière intelligente la ville de demain. Pour nous, c'est ça une Smart City. C'est la manière de penser, de dessiner, de façonner la ville de demain. Il peut s'agir d'une ville existante, hein, je crois que la question était posée tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on améliore une ville existante? Comment on l'amène du point A à un point B? Et ça peut être aussi, quand on a l'opportunité, quand on a une feuille blanche devant nous, comment on dessine une nouvelle ville. Donc, dans les deux cas, on est maintenant capable, avec le savoir-faire et l'expérience accumulée au cours des années, quand je dis on, c'est tout l'écosystème de ceux qui participent à la transformation de la ville, on est capable d'exploiter au mieux ces technologies numériques. Donc c'est ça le propos de cette présentation. Et je vois que le compteur n'a pas encore démarré, donc j'ai encore mon capital de 10 minutes qui n'a pas été entamé. Alors, allons-y. Donc ce jumeau virtuel, peut-être qu'on peut l'introduire. Pour nous, le jumeau virtuel, ça part d'un modèle, une représentation digitale, idéalement en 3 dimensions, de quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être un objet, par exemple un produit manufacturé comme une voiture. Ça peut être un organe humain. Et bien sûr, ça peut être un environnement, comme une ville ou un territoire. Et à partir de ce modèle numérique, on va en fin de compte soumettre ce modèle à des perturbations, à des simulations. Et on va donc explorer, dans le confort d'un ordinateur, dans le confort des univers virtuels, un certain nombre d'alternatives. Et déjà, en disant ça, je mets une différence entre ce qui est un jumeau numérique, qui est finalement une copie digitale d'un existant, avec un jumeau virtuel, qui est une entité vivante. On va s'en servir pour tester des choses de manière virtuelle. On fait donc une projection dans le futur. On a beaucoup parlé ce matin, et c'était normal, dans le concept de Smart Grid et dans la thématique d'énergie, de la photo de la ville d'aujourd'hui. Notre propos à nous, c'est de complémenter ça avec un instrument qu'on appelle le jumeau virtuel, qui fait cette projection dans le futur, dans la ville de demain. Okay ? Donc, jumeau numérique, photo existante, copie digitalisée de l'existant d'aujourd'hui, mais c'est déjà énormément riche d'enseignements. Et là, tous les capteurs, l'IoT, les télécoms font le job et apportent toutes ces données. Nous, on veut aller l'étape d'après, qui est de simuler ce modèle-là pour proposer aux décideurs publics, aux planificateurs urbains, des options. Et cette personne sera ensuite à même de décider quelle est la meilleure option. Et donc, au final, on remet le digital à sa place. Ça reste un instrument au service de quoi? De décisions qui vont impacter le monde réel.
D'accord? Donc, on a beau appeler ça un jumeau virtuel, c'est pas un jouet, c'est pas quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir intellectuellement, c'est avant tout pour impacter le monde physique. Okay? Alors, à quoi il sert ce jumeau virtuel quand on l'applique sur un territoire? Pour nous, c'est 3 choses. La première, et ça se rapproche peut-être plus de ce qu'on a vu jusqu'à présent en termes de smart city ou du jumeau numérique, c'est comprendre l'environnement, savoir où on habite. Et donc collecter, faire un travail de collecte de données aussi riche que possible. Et donc là, les télécoms font ce travail de génération de données de plus en plus riches. On agrège ces données, on les contextualise, c'est-à-dire qu'on les replace dans le territoire où elles ont été sourcées. Et deuxième étape, eh bien, une fois qu'on a compris cet environnement, on peut donc faire un diagnostic de l'existant, mais surtout comprendre où on veut aller. Qu'est-ce qui est à modifier? Qu'est-ce qui est à transformer pour améliorer le quotidien et la qualité de vie des citoyens? Et donc, on va chercher à anticiper les transformations de la ville. Donc, simuler des modifications dans les infrastructures routières, dans tel ou tel choix d'urbanisme qui va impacter le réel, mais ceci avec plusieurs alternatives que l'on peut tester. Et une fois qu'on a testé et qu'on a identifié la meilleure de ces alternatives, le décideur, le maire ou le gouverneur, je ne sais pas, prend une décision. Il s'agit ensuite de l'orchestrer. Mais ce jumeau virtuel, on va le garder parce qu'il va nous permettre de mesurer à tous instants la distance qui nous sépare du but à atteindre. On a donc le réel qui évolue au fur et à mesure que les décisions sont implémentées, mais on a toujours en vue la destination finale. Et donc, on bascule sans arrêt, grâce au jumeau virtuel, entre la réalité et la destination souhaitée. Okay? Donc, c'est ces 3 étapes, c'est à ça que sert pour nous, et l'expérience, on va la partager avec vous, avec des villes d'Asie, du Moyen-Orient, ou d'Europe, ou d'Afrique, des exemples africains, on va vous en montrer aujourd'hui, montrent que ces 3 démarches-là ont du sens. Parce que le territoire, il appartient à tout le monde. Il y a donc un besoin d'une démarche collaborative importante. Okay? Tout le monde revendique une part dans la décision. Il faut donc organiser, structurer et donner à chacun ce qu'on appelle nous un référentiel, la même vue de la ville, donc le même modèle de la ville doit être partagé par tous, même si chacun va avoir son prisme naturel, s'il est architecte, s'il est urbaniste, s'il est dans un bureau d'études, s'il est à la mairie, peu importe, il faut que tout le monde puisse disposer de la même vue de la ville, d'où l'importance du jumeau virtuel. Alors, on a développé une technologie chez Dassault qui s'appelle la plateforme 3D Expérience. Et sur cette petite planche ici, on résume un petit peu finalement les piliers, en tout cas les éléments importants que permet cette plateforme 3D Expérience. D'abord, c'est une plateforme sécurisée. Il y a une question qui avait été posée tout à l'heure sur l'intégrité, la confidentialité, la sécurité des données. Pour nous, c'est juste non négociable, évidemment. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on fait ensuite par-dessus. On organise une collaboration et on permet la digitalisation des administrations publiques. Et ce sur quoi je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est 3 et 4, savoir comment est-ce qu'on informe une politique publique grâce à la donnée. Et donc là, les télécoms génèrent des données qui vont donner aux décideurs de quoi prendre une décision avisée. Et le 4e étape, c'est l'étape que je trouve la plus scientifiquement captivante, puisque là, on fait à la fois modélisation et simulation. Et c'est là qu'on explore des alternatives virtuelles. Et enfin, c'était un élément qui avait été indiqué tout à l'heure aussi, Smart City, on disait aussi Smart People. Il faut faire cet engagement vers le citoyen, communiquer, expliquer ce qu'on va faire, et aussi être capable d'entendre ce que le citoyen perçoit de la politique urbaine qui est proposée. Donc c'est vraiment un engagement qui est bidirectionnel, qui est rendu possible par le jumeau virtuel. Alors, quelques exemples maintenant, avec un dénominateur commun qui est qu'on souhaite proposer aux acteurs de la ville un espace collaboratif dans lequel on va pouvoir contextualiser la donnée. Donc disposer de ce qu'on peut appeler un cockpit de pilotage, où on a toujours la vue sur le territoire. Ça peut être une vue en 2D, ça peut être une vue en 3D. Et cette vue géospatialisée, elle nous sert de référentiel pour pouvoir mieux comprendre des données qui généralement sont fournies sous forme plus brute, avec des tableaux de bord un peu statistiques, mais qui ont leur importance. Et dans ce même environnement, on organise une collaboration. Donc on organise un partage d'idées, on accompagne un processus d'idéation, où on structure ces échanges-là, on organise les décisions avec une gestion de projet classique. Donc on réunit dans un seul et même environnement toutes les tâches collaboratives, mais avec une approche qui est scientifiquement correcte, qui est géospatialement correcte. Donc, quelques exemples de ce type de cockpit, si ça veut bien passer à la planche d'après. Alors, sur mon écran, je suis déjà bien plus loin, mais pas là. Donc, on va laisser les ordinateurs respirer un petit peu, peut-être qu'ils ont chaud.
Je ne sais pas si en régie, vous pouvez me donner un petit coup de main pour voir comment resynchroniser le PC avec l'écran. Alors. C'est parfait, vous êtes venu, ça marchait. Vous avez des super pouvoirs. Donc, quelques exemples de ce que j'appelle ici un cockpit de pilotage. C'est emprunté à des régions ou des villes assez différentes. Il s'agit toujours, même principe, contextualiser une donnée et ainsi permettre son appréciation par une communauté d'utilisateurs qui a chacun ou chacune son idée sur la question, son corps de métier qu'il faut respecter. D'accord. Je vais juste m'arrêter sur un exemple africain, puisque nous sommes ici à Casablanca. En bas à droite, un démonstrateur réalisé pour la commune du Plateau, donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a quelques mois, avec comme thématique principale la mobilité et le stationnement. Pour ceux qui connaissent le Plateau, c'est entouré par la lagune, il y a des ponts en nombre limité, et la ville passe de 8 000 habitants la nuit à 1 500 000 visiteurs, résidents, travailleurs, je ne sais pas, la journée. Donc c'est nécessaire de disposer de ce référentiel pour organiser une prise de décision collective. Okay. Et là encore, la 3D est un langage universel, donc elle permet aussi à chacun de mieux évaluer les enjeux, mieux saisir la complexité des transformations que le territoire va devoir subir. Et les télécoms, par exemple, sont une source d'information très importante parce qu'on a tous un téléphone. Donc ces données-là, la mobilité individuelle, bien sûr à condition d'anonymiser ces données, elle révèle également les flux de trafic. On peut mettre des capteurs, évidemment, sur les routes, sur les ponts, mais le téléphone que nous portons tous, c'est aussi une façon d'évaluer avec bonne précision les flux des populations. Alors, j'avance un tout petit peu. Pour aussi évoquer un point important, c'est que le jumeau virtuel, il a cette capacité d'être multi-échelle. Et là, on observe dans cette industrie, dans cet écosystème aujourd'hui, une fusion entre ceux qui viennent du monde du BIM, du bâtiment, ceux qui viennent plutôt du monde du SIG, et ils ne travaillent pas forcément à la même échelle, ces gens-là, mais la 3D leur permet de se retrouver. Et la planification urbaine est un sujet fantastique de fusion du BIM et du SIG. Et le jumeau virtuel, c'est une plateforme technologique qui est capable de comprendre les standards BIM, qui est aussi capable de consommer des données géospatialisées. Et donc, cette réunion du BIM et du SIG, c'est ce qui donne la force à ce jumeau virtuel. Et donc, vous avez ici des exemples empruntés à Singapour, Rennes ou ailleurs, où on a toujours cherché à résoudre un problème concret, parce qu'on n'a pas encore parlé de cas d'usage, mais on va le faire assez vite. Tout ceci, c'est aussi là pour résoudre un vrai problème urbain. Okay. Donc, la planification urbaine multi-échelle, c'est ce qui nous permet de traiter un problème local, mais toujours être capable de le remettre dans le contexte plus global d'un quartier. S'il s'agit d'un bâtiment, ce sont ses interactions avec le quartier. S'il s'agit de transformer un quartier, ce sont ses interactions avec le reste de la ville, etc. Donc, une continuité numérique permet une continuité entre les échelles de travail, entre ceux qui travaillent plus parce qu'ils ont un tropisme BIM à l'échelle d'un bâtiment, et avec ceux qui ont une vision plus macroscopique et qui viennent du monde SIG. Alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en maintenant, grâce à ce modèle, on va faire de la simulation. D'accord ? Donc on dispose d'un modèle 3D qui est relativement fin, et grâce à la capacité qu'on a de modéliser des phénomènes physiques, qui s'appuient sur un modèle 3D dont on connaît bien les propriétés, eh bien on va pas s'amuser, mais on va s'intéresser à des cas d'usage où la simulation prend tout son sens. La simulation dans un contexte urbain, ça va être très souvent fluidique, d'accord ? C'est les flux d'air. Pourquoi ? Parce que ça peut nous permettre d'anticiper des situations d'urgence, par exemple des dispersions de polluants ou des fuites de gaz. Au moment du Covid, ça nous a servi pour aussi mieux comprendre les flux d'air dans les espaces fermés. Donc là, vous voyez des exemples outdoor, mais on peut imaginer le même schéma en monde indoor. Et je vais parler ici des flux d'air, mais on peut aussi parler de l'acoustique, de la pollution liée au bruit dans les villes. On peut parler aussi de modélisation et de simulation thermique. Les îlots de chaleur, c'est quelque chose qui devient un sujet majeur dans les villes. La ville de Paris prépare des scénarios pour des étés caniculaires où il y aura 50 degrés très vite, en 2030. Donc, il faut être prêt. Et donc, la simulation nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut agencer la ville, la refaçonner pour anticiper ces moments-là. Alors, il y a un exemple sur lequel je ne vais pas élaborer tout de suite, mais là, ça me sert de teaser pour la première plénière de l'après-midi, puisqu'on a eu la joie de travailler avec la société d'aménagement de Zenata il y a quelques mois pour justement un projet de démonstration de cet environnement collaboratif sur un cas très concret, c'est la conception d'un pont en milieu urbain,
puisque la ville future, la photo à gauche, c'est ce que vous voyez aujourd'hui si vous vous rendez à Znata, quelques kilomètres d'ici, et à droite, c'est la ville telle qu'elle est prévue. Donc, bel exemple de Greenfield, donc de ville nouvelle, avec dès le départ la possibilité d'adopter des principes de planification urbaine les plus éco-responsables qui soient. Donc, tout à l'heure, j'aurai la joie d'avoir Kassem El Haji, qui est le directeur des opérations de la SAS, qui viendra et on explorera plus en détail ce que vous avez dû voir ici en 15 secondes. On prendra le temps de voir toute la démarche d'ingénierie collaborative qui a mené à pouvoir faire un choix, qui est un choix d'urbanisme, devant plein d'options possibles de ponts urbains. Quelle est celle qui répond à toutes les contraintes? Et là, le jumeau virtuel donne à la SAS une capacité de projection en 3D. Et ainsi, autour de l'écosystème qu'elle anime, elle est capable de dire, ben voilà à quoi ça ressemble la ville de demain, est-ce que tout le monde y adhère? Okay. Donc revenez pour la première plénière de l'après-midi. On fera donc un plongeon dans ce cas d'usage. Toujours sur les simulations, donc j'en ai un petit peu parlé déjà, mais là j'aborde un tout petit peu le thème télécom, hein, puisqu'il est en bas à gauche, hein, la couverture 5G. C'est effectivement un cas d'application tout trouvé. À partir d'un moment où on dispose d'un jumeau virtuel basé lui-même sur un modèle 3D réaliste de la ville, bon, là, on va faire la calcul de propagation électromagnétique. Donc, je vous ai parlé déjà d'acoustique, de fluidique, de thermique. Je rajoute maintenant l'acoustique, l'électromagnétique. Donc, tous les phénomènes physiques pour lesquels on a une équation mathématique fidèle qui permet de simuler ce phénomène-là, on va pouvoir l'injecter dans le jumeau virtuel. Okay. Alors, tout ce que vous avez là, c'est sur des technologies qu'on a en propre nous-mêmes. Il y a aussi un autre exemple africain que j'ai envie de citer aussi, c'est le Caire, en haut à droite. Ça, c'est une réalisation faite dans le cadre de la COP27, qui s'est tenue il y a quelques mois, avec là une thématique forte de pollution de l'air. La ville du Caire, vous savez qu'elle est quand même soumise à des congestions notables. J'avance parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. On est aussi capable de faire des simulations avec d'autres partenaires. On n'a pas, nous, la science infuse. On maîtrise certains phénomènes physiques. Les phénomènes plus comportementaux liés au trafic, par exemple, il y a des experts qui font ça très bien. Donc, on s'associe avec eux et la plateforme a cette vertu d'être interopérable, d'être ouverte et d'être capable d'importer des simulations faites à l'extérieur. Voilà, si vous êtes intéressé, venez nous voir sur notre stand. On a une démo qui est assez sympathique parce qu'elle fait la conjonction entre des dimensions de trafic, de pollution et de bruit sur une zone du périphérique parisien. Cette démo, on peut vous la montrer sur le stand si vous êtes intéressé. Voilà, donc pour finir, pour résumer finalement, la transformation digitale ou la digitalisation, pour nous, c'est avant tout pour transformer la ville. C'est pas transformer le digital, ça reste encore un instrument. Et au final, vous voyez que ce qu'on propose, c'est une expérience d'un jumeau virtuel qui repose sur ces 3 piliers. Un socle technique, c'est très bien. Un beau modèle 3D réaliste, c'est bien, mais si ça s'arrête là, c'est juste un jouet. Okay, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, on a un socle fonctionnel avec une liste de cas d'usage qui nous sont fournis par les collectivités territoriales avec lesquelles on travaille. Et tout aussi important, une démarche collaborative de façon à ce que, grâce à un modèle d'une ville, eh bien, tout le monde travaille sur son évolution vers la ville que l'on souhaite. Et on ne parle plus de fichiers, d'emails, etc. On parle d'un modèle de ville sur lequel tout le monde a accès. Pour mémoire, un exemple d'une classification de cas concrets, des cas d'usage sur lesquels on est amené, nous, à travailler, sur lesquels on l'a fait. Donc, derrière tous les bullet points que vous voyez ici, il y a des villes, il y a des exemples concrets. Donc, on sera heureux de vous en montrer quelques illustrations si vous en avez l'intérêt en venant nous voir sur notre stand. Je vous ai déjà montré pas mal dans les petites vidéos qui ont précédé. Et puis pour finir, parce qu'on est quand même dans une université, rappelez que nous, on a une présence académique assez forte au Maroc. Les outils d'Dassault Systèmes sont assez bien utilisés dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que le jumeau virtuel, ce concept-là, je trouve que c'est un vecteur pédagogique très fort. Parce qu'un jumeau virtuel, c'est un espace, c'est un environnement dans lequel on va pouvoir faire jouer l'interdisciplinarité. Des gens qui sont plus intéressés par la mécanique ou l'électrique ou autre chose, toutes les sciences et les techniques sont mises en œuvre dans un jumeau virtuel. Donc, c'est quelque chose qui aussi a tout son sens dans un contexte académique. Et il se trouve que les technologies que vous avez vues là dans toutes les démos qu'on vous a faites ici, eh bien, elles sont mises à disposition aussi du monde académique. On a de plus en plus d'universités qui maintenant offrent des programmes de génie urbain. On ne parle plus que de génie civil, mais aussi de génie urbain. Eh bien, sachez que c'est quelque chose qu'on propose également dans un contexte académique pour qu'on puisse également former la future génération d'urbanistes, d'architectes, du bureau d'études à des préceptes, comme on a vu ici, où on prend du recul et on fait cette projection sur la ville de demain grâce aux jumeaux virtuels. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, M. Raoult, pour cette magnifique démonstration. Donc, grâce à des super simulateurs, vous imaginez donc le nombre de données qu'on peut traiter pour faire la planification d'une ville. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Donc, rien à dire. Vous pouvez donc faire de la modélisation du bruit, électromagnétique, du trafic, etc. Donc, c'est vraiment un outil indispensable pour aboutir donc à la Smart City. Donc, merci beaucoup donc, pour cette magnifique démonstration. Et donc, je ne sais pas si on passe à l'exposé suivant, donc, et on garde les questions à la fin, si vous voulez. Donc, vous pouvez noter si vous avez des questions pour M. Raoult, et après, donc à la fin de la séance. Donc, sans tarder, on passe à deuxième expert, donc c'est PNY Technologies. Bismillah, salam ala rasoulillah, salam alaikum al-hudur kiram. Je suis Youssef Nederi, chef de produit des solutions d'intelligence artificielle en périphérie chez PNY. PNY, nous sommes basés en France, avec la maison mère qui est aux États-Unis, d'où le nom Paris-New York. Tout d'abord, je souhaite remercier l'Université Hassan II, la CITT Innovatel pour l'organisation de ce salon et pour leur accueil chaleureux. Nous sommes bien positionnés au Moyen-Orient, en Europe, et c'est un peu notre première porte d'entrée pour le marché africain, nord-africain. Nous allons vous présenter les solutions de pointe que nous avons en termes d'intelligence artificielle en périphérie. PNY, c'est à peu près 600 employés, 1 milliard de chiffre d'affaires et 12 millions de produits qu'on envoie. Nous sommes distributeurs à valeur ajoutée de toutes les solutions NVIDIA, que ce soit les cartes graphiques pour le gaming ou pour les pros, aussi les solutions d'intelligence artificielle, on parle de data center aussi, et les solutions d'intelligence artificielle en périphérie qu'on va vous exposer. Du coup, notre stratégie pour répondre à la complexité de l'intelligence artificielle, c'est de répondre aux besoins du client en partant de la périphérie. Quand on parle de périphérie, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, le calcul d'inférence va se faire là où la donnée est produite, comme on peut aller jusqu'à le data center, avec une plateforme qui va lier les deux. C'est-à-dire on peut avoir des modèles d'intelligence artificielle qui vont être entraînés au niveau des data centers, qu'on pourra par la suite déployer au niveau des devices en périphérie. À quoi ça ressemble un projet type d'intelligence artificielle en périphérie? On va avoir une partie qui est la business analysis. On va venir recueillir tous les besoins clients, savoir en quoi consiste ce projet. Par la suite, on pourra faire un produit qui va répondre à ces besoins-là dans la partie R&D. À la fin, il va y avoir une partie POC qui est essentielle. C'est-à-dire que les produits d'intelligence artificielle en périphérie, là, on parle de déploiement, des caméras sur place. On ne peut pas venir avec une solution sur étagère qui va marcher directement en la déployant. Pour cela, il faut un POC, Proof of Concept. On va venir étudier comment le produit va se comporter en situation réelle. Il va y avoir forcément des ajustements. Et ensuite, une fois que le produit, qu'on est très satisfait du modèle d'intelligence artificielle, à partir de là, on pourra faire la mise en production et déployer des devices, que ce soit des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers. Pour répondre à ces enjeux technologiques, nous avons des partenaires de haute qualité. Notre partenaire exclusif, c'est NVIDIA, dont nous sommes à peu près le distributeur quasi exclusif au Moyen-Orient et en Europe pour tout ce qui est cartes. Nous avons aussi un autre partenaire qui, lui, va concevoir les solutions d'intelligence artificielle en périphérie, qui est SmartCow, qui est une start-up vraiment à la pointe de l'intelligence artificielle, qui va avoir des solutions hardware et des solutions software. Aussi, nous allons avoir d'autres partenaires, par exemple pour la reconnaissance faciale, etc. Ces partenaires-là, nous les testons, nous les qualifions, nous essayons de les faire travailler ensemble dans le cadre de projets à haute envergure. Alors, quels sont les marchés types dans lesquels nous travaillons? On va avoir 4 verticales, Smart City, Smart Factory, Smart Hospital et Smart Spaces. Pour chaque verticale, nous allons avoir des solutions adaptées selon le domaine. Quelques cas d'utilisation pour l'intelligence artificielle en périphérie. On va avoir selon plusieurs industries. Par exemple, dans le retail, on peut avoir tout ce qui est self-check-in, c'est-à-dire on n'a pas besoin de passer par la caisse ou même par les caisses automatiques. On peut juste prendre les produits. Je ne sais pas si vous avez vu des concepts comme l'Amazon Go. Vous entrez dans le magasin, vous récupérez le produit, vous ressortez, sans avoir payé quoi que ce soit. Et avec les caméras, on peut détecter ce que le consommateur a pris comme produit. On peut avoir aussi tout ce qui est métrique
dans les espaces. Par exemple, dans un restaurant, on peut repérer là où il y a le flux de personnes, on peut faire le comptage de personnes. Cela, par exemple, pourra repérer qu'il y a une queue qui est significative au niveau d'une caisse. On peut décider de placer une borne. On peut aussi placer les écrans médias pour augmenter le panier moyen. Toutes ces métriques sont vraiment très importantes pour les chaînes de restauration ou même pour les magasins de vente de vêtements, etc., dans tous les magasins de retail de façon générale. Dans le côté industrie, on peut avoir, par exemple, si on prend que ce soit des usines, même des bateaux qui sont en opération, on peut avoir des zones de restriction. Normalement, les employés ne sont pas censés se déplacer dans ces zones-là. On peut envoyer des alertes, que ce soit dans un bateau à un capitaine ou au manager dans l'usine. S'il y a une personne qui ne porte pas les équipements de protection, tout ça, ça permet de rajouter de la sécurité dans les facilités avec un système intelligent qui renvoie en alerte en fonction des anomalies qu'il va détecter sur place. Aussi, on a aussi l'un des cas d'utilisation qui sont un peu phares, c'est tout ce qui est traffic management, la gestion du trafic routier, que ce soit la gestion des embouteillages, le fait de remonter qu'il y a des accidents, même le fait de gérer un croisement avec les feux tricolores en fonction du flux des voitures, et aussi la détection d'infractions routières, que ce soit le non-port de la ceinture, l'utilisation de téléphone au niveau du volant. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle en périphérie. Là, je vais vous exposer nos solutions. Je vais m'attarder un peu sur ce schéma pour vous expliquer un peu près comment ça marche l'intelligence artificielle en périphérie et pourquoi on va partir sur ce type d'architecture qui est distribuée. Dans l'intelligence artificielle en périphérie, on va avoir une partie qu'on appelle perception, c'est-à-dire on va avoir des caméras, ça peut être des capteurs aussi de météo, de température ou de pollution. Et on va avoir un device qui est juste à côté de la caméra qui va pouvoir faire l'inférence d'intelligence artificielle. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que cela est différent d'une architecture centralisée. On va envoyer tous les flux de caméras vers un système central au niveau du cloud, au niveau d'un serveur central, parce que des vidéos, ça consomme beaucoup de bande passante. Ça peut avoir un coût faramineux. Ici, ce qu'on va faire aussi pour la partie de protection des données, là, on peut faire tout le calcul quand, par exemple, on va détecter des personnes, le fait qu'ils ne portent pas de masque, etc. Tout le calcul se fait au niveau local. Et ce qu'on envoie, on envoie que tout ce qui est metadata, c'est-à-dire des métriques qui vont aider à prendre des décisions, aider les personnes du métier à faire leur travail sans venir introduire des coûts faramineux en termes de bande passante, et aussi en protégeant la donnée personnelle. Ensuite, on va avoir un système central. Sur ce système central, on va avoir les modèles d'intelligence artificielle qui sont entraînés, qu'on peut optimiser, qu'on peut redéployer. Et à la fin, on va avoir l'interface utilisateur. Cette interface utilisateur, ça peut être un dashboard avec tous les métriques, comme ça peut être un logiciel qui peut envoyer des commandes à distance au niveau des devices qui sont déployés sur le terrain. Quand on parle d'intelligence artificielle en périphérie, on a deux composantes, composante hardware et composante software. Dans la composante hardware, là, je vous expose un peu la panoplie des produits que nous avons. À gauche, vous avez des devices ou des PC embarqués qu'on peut déployer directement sans venir installer de nouvelles caméras. L'utilisation de ces devices-là est très intéressante quand on a une infrastructure qui est déjà en place. Ici, il n'y a pas besoin de venir installer de nouvelles caméras intelligentes. On peut utiliser l'infrastructure qui est déjà en place. Par contre, on va rajouter la couche intelligence artificielle en périphérie et tout va se passer en périphérie. Puis, on pourra envoyer toujours les données et les métriques vers un système central. Ensuite, tout à droite, on peut avoir aussi des caméras intelligentes, tout en un. Le PC embarqué est déjà dans la caméra. Même les caméras, on peut y mettre des modems 5G, 4G. Du coup, ici, il suffit juste de brancher le câble d'alimentation. Il n'y a pas besoin d'infrastructure, quoi que ce soit. Et tout se fait via la 5G, la 4G. Et tout le calcul inférentiel se fait aussi au niveau de la caméra. Nous allons avoir aussi des produits qui sont un peu plus atypiques. Par exemple, la City Station, c'est une station qui va pouvoir récolter des données de météo et en plus de faire tout ce qui est analyse de trafic en même temps. Cela permet d'avoir un produit tout en un pour les villes intelligentes. On va avoir aussi Ultron. Ultron, c'est vraiment un produit phare pour tout ce qui est industrie, pour tout ce qui est usine. C'est un PLC intelligent qui est équipé de l'intelligence artificielle. Cela permet de faire l'inférence au niveau de ce boîtier-là et en même temps de piloter, que ce soit des machines, des bras dans des usines, selon le type de communication que ces machines vont utiliser. Et là, on peut vraiment avoir des schémas de logique spécifiques pour l'usine où il va être installé. Et enfin, nous avons l'Apollo. L'Apollo, c'est un kit de développement qui est destiné aux universités. Tous ceux qui souhaitent s'initier à l'intelligence artificielle,
ils peuvent s'initier vraiment très rapidement avec l'Apollo. Parce que dans l'écosystème NVIDIA, ce qu'il faut savoir, NVIDIA, c'est vraiment un leader du marché. Ils ont réussi à non seulement construire du hardware spécifique pour l'intelligence artificielle, mais aussi tout le stack software. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire un prototype à partir de 2-3 semaines, ce qui est vraiment énorme en termes d'intelligence artificielle. Pour la partie soft, on va avoir des softs vraiment dédiés pour chaque verticale. Par exemple, on va avoir Smart Spaces pour tout ce qui est espace intelligent, ce qu'on a parlé dans le cas de la restauration, les magasins. On va avoir Roadmaster pour la gestion du trafic. Edgar pour les hôpitaux. City Station, j'en ai déjà parlé. Plate Reader pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Et le Fleet Tracker, c'est un logiciel qui permet de suivre tous les devices qui sont déployés. Parce qu'une fois que le device est déployé, ça ne s'arrête pas là. Il y a toute une maintenance derrière. Et pour faire cela, il faut pouvoir gérer tous les devices. Quand on parle de 10 000 caméras ou 10 000 boîtiers qui sont déployés dans toute la ville ou sur une autoroute, il faudra bien pouvoir les gérer à distance et connaître la santé de ces devices-là. Du coup, ici, on va avoir des vidéos qui vont montrer des cas types d'intelligence artificielle. Par exemple, tout à droite, on va avoir la lecture de plaques d'immatriculation. Après, on le voit en tout petit. Mais le petit rectangle noir, on voit la plaque qui a été lue. D'accord. En plus, on va avoir la détection de direction au milieu, c'est-à-dire pour savoir, et en violet, on va avoir des voitures qui se sont arrêtées. Et tout à gauche, on va voir la détection de comportement des personnes, par exemple une personne qui est tombée. Du coup, ce qu'on a notre valeur ajoutée chez PNY, c'est qu'on va voir one stop shop, c'est-à-dire que nous, on va venir voir le projet dans sa globalité. On va qualifier plusieurs acteurs, on va les faire travailler ensemble pour répondre à la multitude de besoins du client sans qu'il ait à venir communiquer avec plusieurs interlocuteurs. Du coup, nous faisons cette partie qualification et nous faisons en sorte de faire interagir les meilleurs partenaires de notre écosystème qui est très riche avec les meilleurs players de l'écosystème NVIDIA. Nous avons aussi toutes les ressources, que ce soit en termes de marketing, de sales, d'expertise technique, de gestion de projet, de logistique et de finance. Ça, c'est l'exemple d'un projet type en Moyen-Orient, c'est-à-dire que pour un seul projet, on a déployé 1500 devices qui ont été connectés avec 1500 caméras. Nous avons l'ambition de multiplier ce chiffre par 10 juste pour ce projet-là. C'est vraiment un projet très ambitieux que nous avons fait. Il y a d'autres projets au Moyen-Orient et nous espérons avoir des projets similaires en Afrique du Nord. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez venir me rencontrer au stand 17 au deuxième étage. Je serais ravi de vous expliquer un peu plus tout ce que nous faisons en termes d'intelligence artificielle en périphérie. Merci à vous. Merci, M. Nadiri, donc, pour cette présentation sur les solutions d'intelligence artificielle donc, au service de la Smart City et surtout l'intérêt que peut avoir le Edge Computing dans ce domaine, donc, surtout pour réduire donc, le nombre de data, en fait, pour optimiser la bande passante utilisée. C'est vraiment des solutions qui peuvent rendre service à la ville intelligente. Donc, sans tarder, nous passons donc au troisième expert, donc, qui est la société WeAreLearn. Bonjour tout le monde, je me présente, Kouid El Abdrani, je suis directeur associé à WeAreLearn. Je remercie l'organisation de cette invitation et je remercie l'audience pour l'assistance à cette conférence. Alors, WeAreLearn, nous sommes une entreprise qui agit dans un autre domaine aussi lié à l'innovation, mais que nous considérons comme étant essentiel, à savoir la diffusion du savoir et l'émergence des compétences. Nous sommes une entreprise, on va dire, de formation, mais axée principalement sur l'innovation, que ce soit dans le contenu ou le contenant. C'est-à-dire, en termes de contenant, nous essayons de privilégier les formes innovantes comme le e-learning, le digital learning. D'ailleurs, quelques années après notre création, nous avions bénéficié du statut de jeune entreprise innovante par l'ADD. Et tout dernièrement, en ouvrant une antenne en France qui est incubée à Lille, nous avons aussi réussi à obtenir le statut officiel d'entreprise innovante en France. Notre principal, ou je dirais le domaine dans lequel nous avons fait notre premier ancrage
a été les sujets qui sont autour du BTP, construction, urbanisme et immobilier. Nous avons réussi à monter un certain nombre de projets, que ce soit en formation diplômante ou en formation certifiante, notamment dans le cadre des partenariats publics-privés. Je cite à titre d'exemple le premier master sur le BIM au Maroc, nous l'avons monté avec l'École Hassania des travaux publics. Nous sommes très contents maintenant de compter parmi l'alumni de ce master plus d'une centaine. Nous avons déjà la 5e promotion qui est en cours de clôturer la phase des cours présentiels et nous sommes en train de recruter déjà la 6e promotion. Je voudrais juste rappeler que ce master est un master qui est accrédité par la Conférence des grandes écoles en France, mais également qui est labellisé OpenBIM par Building Smart. Nous avons aussi des masters sur l'ingénierie immobilière et nous travaillons également sur d'autres projets importants avec notamment l'École nationale d'architecture de Rabat et l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Mais nous avons également monté des certifications passant par des formations en s'appuyant sur le e-learning, ce qui permet une diffusion beaucoup plus large, notamment des formations qui sont certifiantes sur les fondamentaux du BIM à travers l'institution internationale qui s'appelle Building Smart International. Donc, l'objet de ma présence ici est de partager avec vous ce que peut apporter justement le fait de contribuer à l'émergence d'une classe compétente qui est indispensable à la gestion de cet outil. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'une technologie sans avoir les ressources humaines qui sont capables de l'entretenir, de la maintenir et surtout de l'exploiter, ça devient un petit peu, comme vous avez dit, un jouet ou un gadget. Donc, on essaie d'apporter une contribution dans ce sens pour éviter à ce qu'on soit dans le simple effet façade ou vitrine, mais plutôt dans le changement structurel. Voilà, c'est tout pour moi et je vous remercie. Merci, M. Abdelghani, pour cet exposé sur les formations que vous proposez. Donc, tout le monde est, je pense, unanime pour l'intérêt de la formation et surtout formation innovante pour former le futur citoyen de la Smart City. Donc, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et donc, pour terminer, donc, nous avons le 4e intervenant, donc c'est la société Atomas. Où est-ce qu'ils sont, Atomas? Il est dans la salle, Atomas? Non? Donc, en attendant qu'il revienne, il était là parmi nous, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. En attendant, donc, nous pouvons profiter de ce temps pour, si vous avez des questions donc, à nos interlocuteurs. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Moi, je pourrais déjà commencer par le domaine de la simulation, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chercheur qui n'a pas utilisé des simulateurs? Ça, c'est classique dans nos travaux de recherche, dans nos laboratoires. Donc, on a l'habitude de travailler avec des simulateurs très, très puissants. Quand je parle de mon domaine, moi, c'est les antennes, donc l'ADS, le HFSS, etc. Donc, votre simulateur, donc le simulateur que vous proposez, je m'adresse à Dassault Systèmes, donc il permet de modéliser, vous avez dit, donc la propagation des ondes dans une ville, carrément. Donc, comment on peut le situer par rapport au système, enfin, au simulateur classique utilisé dans la modélisation justement du comportement de la ville. Enfin, nous, on l'utilise dans un autre souci, donc c'est pour voir les ondes d'ombre, pour voir où est-ce qu'il faut placer des réémetteurs, etc. Alors, je ne vais pas vous répondre sur le détail technique de l'algorithme lui-même et la technique de modélisation. Je pense que vous connaissez bien plus que moi. Le propos, finalement, c'est de dire, tant qu'à disposer d'un modèle 3D relativement fin et fidèle représentant la ville, autant s'en servir pour représenter tous les phénomènes qui vont affecter la ville. Il se trouve qu'avec la 5G, il y a aussi l'opportunité de densifier encore plus les réseaux tels qu'ils le sont déjà. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est simplement rajouter dans notre arsenal technologique une modélisation électromagnétique
pour effectivement avoir une meilleure idée aussi de la couverture des antennes. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, il y a beaucoup de produits commerciaux pour faire de la planification urbaine à destination des opérateurs télécoms. Donc nous, on n'est pas tant sur ce niveau-là. On s'est plutôt mis à l'échelle du citoyen, à la place du citoyen. Et on s'est dit, la qualité de la vie, c'est toutes les perturbations par lesquelles passe le citoyen. Et s'il est adossé à un abribus, en tant que bus passe, mais que l'abribus sert aussi d'antenne 5G, intéressons-nous aux radiations immédiates et ce que ça peut aussi engendrer sur le plan, on va dire, presque de la santé des citoyens. Donc voilà, on a fait attention un peu à aller sur les plates-bandes de gens dont c'est le métier, de faire de la planification 5G. Vous connaissez tous les acteurs de ce monde-là. Nous, on a voulu simplement donner un peu plus de valeur aux jumeaux virtuels et démultiplier les cas d'usage rendus possibles par la disposition d'un modèle 3D. Justement, est-ce que votre simulateur tient compte des normes CEM, enfin des normes de radiation, pour ce que vous parlez de... Tout à fait. En fait, sans rentrer dans le détail technique, oui. Le corps algorithmique qu'il y a dedans, c'est ce qui... Les clients industriels qui utilisent cette technologie, ce sont les fabricants d'antennes. D'accord. Donc, ou les fabricants de devices comme ça. Donc, on parle pas de propagation macroscopique voilà, pour déterminer une zone de couverture avec des bons niveaux par rapport à la sensibilité des mobiles. On parle plus des radiations immédiates. Et donc, c'est cette même technologie qu'utilisent les fabricants d'antennes que l'on réexploite à des fins de modélisation, de rayonnement immédiat pour les citoyens qui sont proches des antennes ou des stations de base. D'accord, je vous remercie. Donc là, on sait que tout le monde connaît les seuils de sensibilité, ça change en fonction des pays. Pour chaque pays, il y a des normes, des standards différents. Donc, ici, on est un peu plus tolérant au Maroc. C'est du 40 volts par mètre, sans vous faire peur. Donc, c'est beaucoup. En France, je pense que ça doit être 0,6 volts par mètre. Donc, vous voyez le rapport. Donc, Smart City, ça reste aussi relatif au pays, aux standards adoptés par le pays. Donc, tout ça, c'est vraiment très, très relatif. Donc, s'il y a une question dans la salle, on attend. Donc, juste de rebondir sur un point, parce que la plénière, c'est le télécommunication et digitalisation. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plus axé mon propos sur la partie digitalisation, mais pour aussi vous faire honneur aux télécoms, il a été dit plutôt dans une plénière que la Smart City va être très gourmande en termes de données. Ces données, elles peuvent avoir une valeur stratégique. Donc, la notion de la gouvernance de la donnée me paraît aussi être une dimension importante à considérer dans la Smart City. Et voilà pourquoi je me suis permis de définir notre vision de la Smart City comme étant une manière intelligente de penser la ville de demain. Mais dans le mot intelligent, on peut aussi inclure une manière responsable de penser la ville de demain. Parce qu'effectivement, pour la penser correctement, on va vouloir exploiter au mieux des données qui touchent aux individus. Et donc, les notions de respect de la protection des données personnelles, ces notions sont très importantes. Donc, le mot gouvernance autour d'un jumeau virtuel, c'est essentiel. La gouvernance des données fait partie de la règle du jeu. Donc, si on déploie ça sur des data centers ou sur des plateformes cloud, il faut aussi s'assurer qu'on fait ça dans des coffres forts qui sont bien gardés. Voilà. Tout à fait, merci. Donc, ça va de soi que donc, ces simulateurs s'adressent surtout pour la planification donc, urbaine. Donc, c'est pour les aménagements futurs donc, de nos villes et pour les orienter dès la conception d'une ville comme Zenata. Vous avez cité l'exemple de la cité, de l'éco-cité Zenata. C'est un très bon exemple donc, qui n'est pas loin d'ici, à quelques kilomètres, à une vingtaine de kilomètres de Casablanca. Et donc, dès la conception de cette cité, on a intégré toutes ces notions. Donc, d'où l'intérêt de l'usage de tel simulateur qui permettra donc de prévoir le comportement à venir d'une future cité. Voilà. Donc, les questions peuvent s'adresser à tous nos experts ici présents donc sur le... Merci. Donc, je me présente, professeur Youssef Naimi de la faculté des sciences MEMSIC, l'université Hassan de Casablanca. Je remercie donc les panélistes qui ont présenté
donc des nouveautés dans le domaine. Ma question, c'est concernant cette Smart City, donc sur la consommation énergétique. Donc, on parle donc de l'Internet des objets. Est-ce que ça consomme de l'énergie? Est-ce que ce n'est pas un déplacement d'une consommation à une autre? Merci. Merci, Youssef, pour cette excellente question. Peut-être qu'on aurait pu la poser à la plénière d'avant. Il y avait beaucoup de spécialistes, d'experts éminents d'efficacité énergétique. Il y avait Schneider, il y avait plusieurs intervenants. Je ne sais pas si nos experts peuvent répondre. Ça aussi, en fait, je pense pouvoir apporter une partie de la réponse, notamment en rebondissant sur ce que vous avez dit. L'aspect responsable dans une Smart City. Je pense que le piège mortel d'une Smart City, c'est de chercher l'effet façade. Il y a une panoplie de solutions aujourd'hui qui sont disponibles et d'ailleurs qui sont faciles à implémenter individuellement. Mais une Smart City, ce n'est pas un amoncellement de solutions technologiques, ce n'est pas du tout ça. Une Smart City, c'est réfléchi d'abord par rapport à l'être humain qui va habiter, par rapport à son utilisation et qu'est-ce qu'on veut lui apporter comme solution à des problèmes. Et ensuite, on choisit. Et effectivement, si on commence juste à prendre tout cet aspect un petit peu brillant, paillette des innovations technologiques et qu'on commence à les amonceler, tout le côté, on va dire, le côté dark de la technologie, on va l'accumuler peut-être beaucoup plus que l'intérêt. Et ici, je mets un petit peu un parallèle avec lorsqu'on veut s'acheter un smartphone, on va payer le prix cher et dans notre argumentaire, on dit oui, mais il peut faire ça et ça et ça et ça et ça. Et après 1 an d'utilisation, 2 ans d'utilisation, on se rend compte qu'en réalité, on l'a utilisé à 16%. Donc, si elle est smart, elle doit être d'abord smart dans la réflexion, notamment pour éviter à ce qu'on commence à inverser, comme vous dites, l'effet juste par rapport à la consommation énergétique des IoT, mais pas que des IoT, parce que derrière, si on rentre dans une inflation de données qui pourront être éventuellement inutiles, il faut penser aussi aux serveurs derrière qui ont une consommation immense. Donc, d'abord, une Smart City se réfléchit, se planifie avant qu'on commence à rentrer dans cet amoncellement technologique. Sinon, on est dans ce qu'on appelle la gadgetisation de la technologie, et ça, c'est le pire effet qu'on peut avoir. Un petit complément peut-être. D'Assostem, on travaille beaucoup avec les industriels. C'est d'ailleurs notre premier métier. Donc, des gens qui fabriquent des produits manufacturés. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, dans leur démarche de conception, il y a évidemment la notion du cycle de vie de ce produit. Et donc, on nous demande aujourd'hui de leur proposer des outils pour concevoir qui anticipent le cycle complet. Donc, on va s'intéresser au type de matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ce produit. On va s'intéresser à la recyclabilité du produit lui-même. Et nous estimons que très bientôt, les collectivités territoriales nous demanderont la même démarche de Life Cycle Assessment pour une ville. Et effectivement, par rapport au point que vous soulevez, c'est pas neutre de déployer tous ces capteurs. C'est pas neutre de les stocker. C'est pas neutre de les exploiter. Donc, il faut que le bilan énergétique de la ville soit aussi intégral et qu'il prenne en compte ce qu'on a quand même dû mettre en place dans le but d'optimiser quelque chose. Donc, il y a un équilibre à trouver, mais je pense que cette notion de Life Cycle Assessment, qui est maintenant prévalente dans les industries manufacturières, va bientôt pénétrer dans les industries de l'infrastructure, de la ville et des territoires, tout à fait. Je vous remercie. Je vous en prie. Je ferai un petit complément aussi. Après, je pense en termes de technologie, on a vu une vague où on est parti de la périphérie vers le cloud. Et c'est vrai, avec les clouds, avec les serveurs, on va avoir une consommation énergétique, aussi une consommation en termes de données qui est assez importante. Aujourd'hui, la tendance s'inverse un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le cloud, on va aller plutôt en périphérie, envoyer uniquement les métadatas ou les données qui vont vraiment compter vers le cloud. Et c'est là où, par exemple, les solutions d'intelligence artificielle en périphérie sont très pertinentes parce qu'ils permettent de faire avec
capteurs embarqués. Quand on parle d'embarquer, les consommations sont très réduites. C'est-à-dire quand je prends une carte embarquée NVIDIA, la consommation pour les petites cartes, ça va être plutôt autour de 15 watts, avec des caméras aussi qui vont consommer peu. Ensuite, une fois que la donnée elle a été traitée sur place, on fait qu'envoyer que les données clés. Et ça, c'est une partie qui va vraiment propulser la Smart City et faire en sorte qu'on n'envoie pas des données en masse vers le cloud ou vers des serveurs centralisés. On fait le tri sur place et ensuite, on va envoyer les données qui vont vraiment compter, qui vont aider les décisionnaires à prendre leurs décisions, à gérer la ville, à gérer des parkings, etc. Voilà, vous avez quelques réponses. Enfin, pas c'est des réponses, parce que ce que vous posez, c'est une question philosophique, je pense, c'est vraiment ça. Oui, c'est toute la stratégie de la Smart City qui est mise en cause. On ne pourra jamais faire de ville parfaite, ça c'est sûr, mais on cherche à optimiser. C'est comme si vous prenez du paracétamol, ça vous calmera la douleur, mais ça bousille le foie. C'est pareil, c'est la même chose. Vous interconnectez des objets, vous consommez de l'énergie, donc il y a toujours un prix à payer. Donc il faut juste faire la part des choses, c'est tout. Voir le niveau d'intelligence qu'on introduit, est-ce qu'il ne perçoit pas plus que ce qu'il rapporte? Ça, c'est la question qu'il faut toujours se poser pour n'importe quelle solution. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Je vous en prie. Bonjour tout le monde, Mariam Chaïb, première étudiant en doctorat, travaille sur la thème les villes smart villes, exemple Zneta, pour les questions entre les deux. Première, on a réalisé un projet Smart City dans un pays non développé comme le Maroc. Deuxième question, quelle base de données utilise pour réaliser et déterminer le projet EOCity pour la société SAS, Société Zneta Aménagement, et quelle relation entre le projet et développement durable et territorial pour les peuplements de la ville. Et merci. Autant de questions qui trouveront réponse dans quelques minutes, en début d'après-midi, puisque effectivement on aura un allocuteur, un représentant de la société d'aménagement de Zneta qui sera ici. Donc on reviendra sur le cas concret dont j'ai parlé et il exposera justement quelle est la charte que la SAS doit suivre dans ses décisions d'urbanisme. Donc parce que pour que Zneta mérite le titre d'être une éco-cité, elle doit satisfaire un certain nombre de critères dans les choix d'urbanisme et d'architecture qui sont faits. Donc Kassem El Haji sera là et je pense que ce sera un bon moment de lui reposer la question, mais je le brieferai avant en lui indiquant que vous avez cette attente-là. Voilà, j'espère que je pense que c'est le meilleur interlocuteur pour répondre à votre question s'agissant de Zneta. Je voudrais répondre à la première question, en tout cas, la possibilité d'implémenter la Smart City dans un pays émergent ou en voie de développement. Je pense que le problème éventuel dans ce genre de questions, c'est qu'on fantasme la Smart City. Et souvent, on lit ça à certains modèles que nous avons vus, notamment en Corée du Sud, avec un niveau poussé de l'utilisation des données, de la transmission, de l'automatisation, etc. Mais ça, c'est un modèle de Smart City par rapport à une société de données. Je crois qu'on ne peut pas simplifier ou caricaturer la Smart City dans ce type d'image. C'est-à-dire on peut, et il existe, des villes qui avancent très, très, très bien dans le processus d'avoir ce label Smart City, même en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Est. Donc, l'idée de base, comme j'ai dit, c'est de dire cette city a un usage par rapport à une population, par rapport à des habitants, et qu'est-ce qu'on leur apporte, quelle est l'efficacité dans la résolution de leurs problèmes, notamment en utilisant la technologie. À partir du moment où on positionne la question ici, il faut dire que les technologies nécessaires à la réalisation de ce processus sont devenues largement accessibles.
Si on prend l'exemple du smartphone, c'est, je pense, la technologie probablement la plus répandue dans le monde. Donc, la transmission de données qui, quand même, ça reste une technologie indispensable à la mise en place d'une Smart City, c'est quelque chose qui est devenu assez démocratisé de par le monde. Donc, je dirais, le ticket d'entrée, en réalité, n'est pas si compliqué que ça. L'idée, c'est juste de dire, il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on planifie. Et à partir de ce moment-là, on peut concevoir plusieurs modèles de Smart City. Et à ce moment-là, on peut aussi avoir la Smart City dans des pays émergents où on voit développement. Merci, M. Abdrani, pour cette réponse. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On a débordé un petit peu sur la matinée. Mais avant de clore donc, cette plénière, j'aimerais inviter nos experts donc, à recevoir un trophée commémoratif donc, de l'événement et prendre une photo pour immortaliser cet instant. Merci à tous. Gardez un petit souvenir.